Bonsoir à tous, merci de suivre le journal de NCI. L'actualité est marquée par la célébration de la Journée de la paix le lundi 15 novembre en Côte d'Ivoire. Patrick Achi, le Premier ministre, exhorte les Ivoiriens à être des modèles d'union, de paix et d'avenir pour le développement du pays. Le diabète n'épargne personne. Les enfants peuvent contracter la maladie. Le diabète des enfants et des jeunes adultes représente 5 à 10% des cas dans notre pays. Nous avons visité des parents d'enfants diabétiques, vous le verrez. Et puis focus dans ce journal sur les 5 représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde au Qatar 2022 qui commence dans 6 jours. Grâce à la paix, à l'effort de tous, la Côte d'Ivoire a changé. Elle ne veut plus de ses revanches politiques. Elle veut des acteurs de développement. Ce sont les mots de Patrick Achi, le chef du gouvernement, lors de la célébration de la Journée de la paix hier à Djokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a invité les Ivoiriens au pardon et annoncé des mesures aux fautes pouvant permettre de tourner définitivement la page des différentes crises. Le récit de Pierre Dipomela. Célébration officielle de la Journée nationale de la paix à Djokwe, ville symbole des violents affrontements lors des crises successives qu'a connu le pays. À cette 26e édition, le maître mot était le pardon. Sans le pardon, le souvenir se vit et se transmet insidieusement avec les germes du mal et de la destruction. C'est au nom de ce pardon. Pour ce pardon, vrai et sincère, que je suis ici ce matin, chers parents. Pour Patrick Achi, la Journée nationale de la paix a tout son sens, car elle est une occasion pour mobiliser et sensibiliser l'ensemble des populations à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Il a invité le peuple ouai au pardon, sans lequel aucun développement n'est possible. Je veux me souvenir avec vous que le dialogue et le pardon sont les armes des forts, la volonté claire des gens qui sont vraiment courageux. Que pardonner, c'est couronner la grandeur. Que pardonner, c'est un acte de foi. C'est une preuve d'espoir. Que pardonner, c'est faire le choix de la paix des cœurs et donc du progrès des hommes. Que pardonner, c'est être ouai. Pour donner le temps, des cadres de la région ont présenté des excuses publiques sur le pupitre. Pour les cadres élus, le temps de la belligérance est révolu. Vous savez, là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. En prenant donc l'engagement, nous tous en tant que ouai, nous pouvons penser aujourd'hui que nous démarrons une nouvelle vie. Le chef du gouvernement a dit l'engagement du président de la République en faveur d'une paix durable, avec non seulement aux exilés de regagner leur pays, mais également en les réhabilitant dans leurs droits. Il a aussi révélé que tous les corps restants, issus de la crise, seront restitués avant la fin de l'année 2022. De même que toutes les personnes et familles qui ont subi des dommages lors de la crise électorale seront dédommagées. La restauration de l'espace sacré Guézan sera effectuée et l'État apportera son appui pour la reconstruction des maisons détruites lors de la crise. Et pendant cette journée de la paix, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Nombertin, a rappelé que la Côte d'Ivoire est considérée comme un modèle en matière de reconstruction post-crise, un modèle dont veulent s'inspirer plusieurs, visiblement. Ce mercredi, le ministre tchadien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a été reçu par son homologue ivoirien. Il dit être venu s'imprégner du modèle ivoirien pour poursuivre le vaste chantier de la réconciliation dans son pays. Le reportage de Salif Yalekwe et de Joseph Sécré. La Côte d'Ivoire et le Tchad sont 2 pays de l'Afrique qui ont connu des moments sombres dans leur histoire. En vue de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de réconciliation, Abderrahmane Koulamala, récemment nommé ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale dans le gouvernement de transition, séjourne en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, il a été reçu par Bertin Kwadwo Konan, ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, une visite qui intervient au lendemain de la célébration couplée des Journées nationales de la paix, du pardon et du souvenir à Djokwe. Une activité à laquelle la délégation tchadienne a pris part. Elle compte d'ailleurs s'en inspirer. On a été frappé et émerveillé par le modèle ivoirien de réconciliation nationale, mais surtout par la grande capacité que les Ivoiriens ont eue pour réconcilier, unir, rassembler le peuple ivoirien. Cette capacité de résilience pour la paix est un modèle pour l'Afrique, pour les Africains. Et je viens juste de passer comme ministre de la Réconciliation nationale et je voulais
que mon action soit une action réussie et quel modèle peut mieux nous inspirer que le modèle ivoirien. Nous devons donc mettre en place une solidarité agissante entre ministères, de sorte que le Tchad copie sur la Côte d'Ivoire ce qui est bon et que nous aussi en retour nous puissions copier sur le Tchad ce qui est bon à copier au Tchad. La Côte d'Ivoire veut pouvoir mériter la confiance, l'estime de ses frères tchadiens et je leur fais la promesse que nous ferons toujours en sorte que ce modèle puisse se perfectionner, aller de l'avant et garantir une paix définitive et durable à notre peuple. La délégation tchadienne a reçu un mémorandum qui retrace la politique et les différentes actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Longtemps considéré comme une maladie des personnes du troisième âge, le diabète peut en réalité se contracter à tout âge. Les enfants ne sont pas en marge. Le diabète de type 1, qui touche surtout les enfants et les jeunes adultes, représente 5 à 10% des cas dans notre pays. Prendre soin d'un enfant diabétique nécessite une attention particulière de la part des spécialistes, mais surtout des parents. Nos reporters Mardoché Kwasi, Eric Kimou et Fulgence Kisidou ont visité une famille d'enfants diabétiques et des spécialistes de la question. Reportage. À Keikouadjibi, dans la commune d'Abobo. Grace Sephora Kwasi, 16 ans, en classe de seconde C, vit dans ce quartier avec ses parents. Depuis 3 années, elle souffre d'un diabète de type 1, le plus fréquent chez l'enfant. Les personnes atteintes de ce type de diabète sécrètent peu ou pas d'insuline, une hormone essentielle à la régulation du taux de sucre dans le sang. L'annonce de cette nouvelle a été un véritable coup dur pour les parents de Sephora, qui ont du mal à faire face aux frais pour les soins de leur fille. J'ai pleuré tout ça là parce que c'est maladie d'une vieille femme. Et puis c'est ma fille là vraiment, c'est pas été facile. On va payer médicaments, ceci, cela, et manger qu'on trie aussi là vraiment, c'est pas facile. Avant la découverte de la maladie, Sephora a manifesté certains signes qui ont poussé ses parents à l'emmener voir un spécialiste. Des signes et bien d'autres qui, selon le médecin commandant Hervé Mikando, endocrinologue et chef du service de pédiatrie à l'hôpital militaire d'Abidjan, doivent alerter les parents. Avant que la maladie ne se manifeste, déjà il tombait beaucoup malade. Maintenant, arrivé un moment, je commençais à pisser beaucoup. Et puis je maigrissais vraiment. Mais je mangeais, mais je ne grossissais pas. Quand le diabète survient chez les enfants, c'est un peu avec les complications. On peut avoir l'impression que c'est une infection digestive. On peut avoir l'impression que c'est une maladie pulmonaire ou bien on peut perdre connaissance d'emblée. Ça peut faire penser à un paludisme, ça peut faire penser à une infection pulmonaire. Un enfant qui jusque-là avait un bon rendement scolaire, qui commence à avoir des difficultés scolaires, ça doit attirer l'attention. Un enfant qui jusque-là ne faisait pas pipi au lit et du coup, il commence à faire pipi au lit, ça doit attirer l'attention. Une jeune fille qui fait des pertes blanches à répétition, ça doit pouvoir attirer l'attention des parents. Et également, des caries à répétition, des infections de la peau à répétition. Cette maladie cause beaucoup de désagréments à Sephora. Aussi, le traitement à vie qui lui est imposé est un véritable fardeau pour elle. J'arrivais pas à me concentrer, puis j'étais beaucoup fatiguée. Partir à l'école, revenir, puis il faut que tu es aussi loin. Ça fait que quand je viens à la maison comme ça, j'arrive pas à bosser. Ça fait que j'ai repris la classe de seconde 3 fois. Cette année, c'est ma 3e fois. Ils m'ont renvoyé même du lycée. Or, ça ne m'est jamais arrivé de répondre à la classe. Actuellement, chaque matin, chaque midi et puis chaque soir, je pique l'insuline. C'est pas facile. Quand je suis à l'école, là, c'est pas facile parce que quand tu vas piquer, les amis vont te demander tu as quoi, pourquoi tu prends ça, pourquoi tu prends ça. Le diabète chez l'enfant est une réalité. Le médecin commandant Hervé Mikando a à sa charge une quinzaine d'enfants diabétiques qu'il suit régulièrement. Un exercice particulièrement difficile du fait de la particularité des patients de cet âge. La difficulté chez l'enfant, c'est qu'il ne peut pas assimiler tout ce qu'on va lui dire en fait. Donc ça implique les parents. Donc l'équilibre du diabète de l'enfant implique pratiquement toute la famille. Et une autre difficulté, c'est quoi? L'enfant est en période de croissance et il s'alimente un peu fréquemment par rapport à l'adulte. Et l'insuline est apportée en fonction des repas. Donc déjà, la manipulation de l'insuline chez l'enfant pose problème.
Et surtout, quand ces enfants atteignent l'âge de l'adolescence, il va refuser d'accepter la maladie. Et si l'enfant refuse d'accepter la maladie, comment est-ce que vous allez faire pour lui faire une injection? Est-ce que c'est opportun de faire le régime ou pas? Il a besoin de tous les nutriments pour grandir. Donc là, on va adapter l'insuline par rapport au repas et vice-versa. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du diabète dans la tranche d'âge de 20 à 79 ans s'élève à environ 6,2%. En clair, près de 62 personnes de cette tranche d'âge sur 1000 se savent diabétiques. Le diabète de type 1, insulinodépendant, qui touche surtout les enfants et les jeunes adultes, représente 5 à 10% des cas. Certains villages du district d'Abidjan font face à des conflits fonciers permanents. C'est le cas des villages Mafiblé 1 et 2 ainsi que Bénégosso dans les communes de Port-Boué. Les chefs de ces deux villages dénoncent la non-délimitation des territoires, ce qui explique selon eux la confusion des espaces. Le récit de Pierre Dipomela. Plusieurs conflits fonciers ont eu cours ces 10 dernières années suite à des lotissements de masse dans le district d'Abidjan. Les villages de Mafiblé 1 et Mafiblé 2, ainsi que Bénégosso dans la commune de Port-Boué, ont eux aussi vécu des tensions avec les villages voisins, notamment Abouabou, Vitré 1 et 2. Des affrontements qui ont même causé des morts. Le porte-parole des 3 villages dénonce des frontières confuses et appelle à une délimitation urgente. Nous, on pense que si cette délimitation est faite, ça va mettre un terme à ce problème foncier, à ce conflit foncier où il y a eu des morts qu'on n'a pas retrouvé les corps, on n'a pas des blessés, des handicapés à vie. Il faut qu'on mette tout ça là, il faut que ça soit arrêté. Il ne peut pas avoir un village qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas de territoire. 5 villages ne peuvent pas venir s'approprier notre territoire. Le problème c'est Abouabou. Donc on vient délimiter notre village pour que la paix revienne dans la zone. Le projet de délimitation des villages dans le Grand Abidjan a été initié par le ministère en charge de la construction et de l'urbanisme. Le directeur de la topographie et de la cartographie explique le projet et indique que les conflits fonciers sont bien antérieurs au projet. Ce n'est que l'année dernière que nous avons commencé ce projet. Donc ça ne peut pas être le fait du ministère de la Construction s'il y a des remous sociaux au niveau de leur village avec les villages environnants. Par contre, ce projet, comme je le disais, c'est depuis l'année dernière que nous avons entamé. Nous avons entamé par les villages de Songon, 24 villages de Songon, 11 villages dernièrement et 10 villages de Brofodomé. Donc chaque village subit plusieurs étapes, plusieurs processus. Et ce processus-là commence par une phase qu'on appelle une phase d'enquête historique et socio-économique qui permet de connaître la formation du village, la succession des chefs et au niveau social, comment le village fonctionne, comment on nomme un chef. La deuxième phase concerne l'enquête foncière et géographique pour connaître le patrimoine foncier du village. La troisième phase, en ce moment-là, nous recrutons un géomètre expert agréé qui va lever le territoire du village, ensuite mettre des bornes, poser des bornes pour pouvoir identifier clairement le village. Les foyers de tension, entre autres celui du lotissement de Djibo-Camon, qui a connu de graves affrontements. Jacob Kwame indique que ce dossier est désormais clos. Non, au niveau de Djibo-Camon, je pense que nos amis le chef village de Mafiblé, les chefs de village de Mafiblé 1 et 2, vraiment, je pense qu'ils font une confusion. Parce qu'à partir du moment où il y a eu des décisions de justice, il y a une approbation de ce lotissement-là, ce lotissement Djibo-Camon n'est plus remis en cause. Ce projet ne remet pas en cause les procédures domaniales acquises antérieurement. Une fois que les actes sont établis, s'il y a une attestation villageoise, il y a un ACD sur ce site, le projet ne remet pas du tout en cause. Le projet de délimitation concerne 189 villages dans 12 sous-préfectures dans le Grand Abidjan. Il vise à sécuriser les terres urbaines, maîtriser la gestion du foncier urbain pour réduire, sinon éviter, les conflits.
Le deuxième programme national d'investissement agricole du gouvernement ivoirien vise la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Il repose sur 9 agropoles, intègre les enjeux de la valorisation et de la commercialisation des produits agricoles sur place. La première agropole à être mise en œuvre est celle du Bélier. 1835 hectares seront aménagés dans la région du Bélier pour la production de riz. Mardoché Kwasi et Mathurin Mbadé nous présentent la composante renforcement des infrastructures de production de ce projet. Pour garantir une agriculture pérenne, augmenter la production et améliorer les conditions de vie des agriculteurs, l'État de Côte d'Ivoire a procédé à la création de 9 agropoles couvrant l'ensemble du pays. Parmi ces 9 agropoles, seul celui du Bélier a effectivement démarré ses travaux. Valérie Eponon-Aka est coordinatrice du projet pôle agro-industriel du Bélier. Elle est en visite de terrain ce jour. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des espaces aménagés dans le cadre du renforcement des infrastructures de production. Le premier axe, c'est principalement le développement de la production à travers le renforcement des infrastructures de production. Surtout quand on parle de renforcement des infrastructures de production, c'est la construction de barrages. Nous travaillons également à l'aménagement des périmètres rizicoles. Nous travaillons également sur l'aménagement des périmètres maraîchers. Mais également, nous appuyons les producteurs piscicoles avec le développement d'étangs piscicoles et de cages flottantes. Parmi les spéculations visées par le projet figure en bonne place le riz. Ce site du village de Djamalabo, dans le district autonome de Yamoussoukro, est en plein aménagement pour la culture du riz. Une quinzaine de riziculteurs de ce village ont bénéficié de l'appui du projet d'EPAI Bélier. Un appui qui leur permet de travailler dans de meilleures conditions et améliorer leur productivité. Aujourd'hui, ça commence à aller bien parce que nous arrivons à exploiter 1 hectare dont on n'arrivait pas à faire par exemple 4 tonnes. Mais aujourd'hui, à l'aide de ces genres de travaux sur le périmètre, on arrive maintenant à récolter 4 tonnes par hectare. Et avec les 4 tonnes par hectare, lorsque nous finissons de rembourser les crédits qui ont été préfinancés, le reste, ça nous sert à vivre. Ces riziculteurs n'ont plus à s'inquiéter pour l'écoulement de leur production. Un partenariat entre le 2PAI Bélier et une usine de transformation du riz installée sur place leur permet de vendre leur production à 2 pas de chez eux. On apporte la mécanisation, on apporte aussi les intrants. Nous avons mis sur place déjà une unité de transformation. Voilà, donc on a résolu le problème de la commercialisation et puis la distribution. Autre spéculation prise en compte par le projet de pôle agro-industriel du Bélier, c'est l'élevage. Ici, une zone de transhumance a été aménagée avec des points de repos pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs, en plus du parc à bétail et l'abattoir moderne en construction à Toumoudi, qui va permettre aux acteurs de la filière bovine d'être plus productifs. Le projet DPIB a pensé vraiment à Toumoudi et ils ont pensé vraiment à la région. Et quand on vend les animaux, on va au boucher. Au lieu de les trimballer pour aller ailleurs, l'abattoir est construit juste à côté. Et ils ne se sont pas arrêtés là aussi. Il y a le marché même, la boucherie même qui a été construite dans le marché. Ça a fait beaucoup de bien aux adhérents de la coopérative, à tous les éleveurs et aux bénéficiaires aussi qui sont les clients. Donc vraiment, avec ce projet, ça nous rassure pour la sécurité de nos adhérents et pour nous-mêmes, nos sécurités. J'appelle tous les éleveurs de la région du Bélier et tous les agriculteurs à respecter ces infrastructures. D'autres spéculations, notamment le maïs, le manioc, le maraîcher, la pisciculture et l'élevage de porcs, bénéficient de renforcement d'infrastructures de production dans le cadre de ce projet pilote. Parmi les projets de pôle agro-industriel à mettre en œuvre, on peut citer les zones du Nord, Bagoué, Poro, Tchologo et Ambol, du Nord-Est, Bunkani et Gontougo, du Centre, Bélier, Beke, Nzi et Ifou, du Sud, Agnébitiassa et Lamé, et à l'Ouest, Tongpi et les régions environnantes. La viande de porc se fait désirer sur les étals du nouveau marché dédié à la commercialisation de cette viande prisée par plusieurs. 6 mois après avoir été délocalisé de son site initial à Gabriel-Gare en raison des travaux de développement qui y étaient prévus, les choses ne semblent pas évoluer dans le bon sens pour les commerçants et les clients. Les activités sont au ralenti, le nouveau site est difficile d'accès, les étals sont vides, comme vous le verrez dans ce reportage de Nadia Edia et de Mathieu Mbadé. Marché de poissons et de viande de porc de Yopougon, Sidé-Silem. Cela fait 6 mois que l'espace est ouvert. Ici sont installées les femmes déguerpies de l'ancien espace gastronomique Gabriel-Gare
célèbre pour sa viande de porc. L'ambiance de cet endroit qui refusait du monde contraste avec le calme qui règne sur le nouveau site de Sidi Silem. Vraiment, on est venu ici, là, ça ne va même pas. C'est les dettes seulement. On prend l'avion, on n'arrive pas à payer, on ne s'en sort même pas, ça ne va pas. Quand on vient jusqu'à 15h, des fois même c'est maintenant, le premier client vient. Des fois aussi, si tu as trop, il dit 1000. Un manque d'affluence qui s'explique par l'accès difficile et l'absence de communication. Nous, on ne maîtrise pas le coin, franchement. Nous, l'autre côté, au moins, là-bas, on maîtrisait le coin, on partait là-bas facilement. Je sais que tu es juste à temps que venir payer l'avion. Est-ce que c'est joli à voir? En principe, on devait faire le spot à la télé pour indiquer les clients. Ça n'a pas été fait. Le cadre est bien beau, il est propre, mais il n'y a pas de clients. Non seulement à cause de l'embouteillage, quand les gens viennent, malgré j'ai mis la pancarte, quand ils demandent et que tu indiques, souvent à force d'indiquer, il est fatigué, il dit bon, lui, il s'en va. Autre point à améliorer, le nombre d'espaces dédiés aux vendeuses de porc. Seuls 7 étals leur ont été attribués sur la centaine construite. Désireuses de poursuivre leur activité malgré le peu d'affluence des clients, ces femmes occupent à tour de rôle les places. Aujourd'hui, comme on fait semaine, aujourd'hui c'est l'autre qui est là. Moi, je commence lundi prochain. En principe, on est 21 propriétaires. Donc nous sommes obligés de venir à tour de rôle. On est obligé d'arrêter les autres, de travailler sur les mêmes tables à tour de rôle. Si ce préau-là doit marcher, il faut que tous nos amis qui sont là-bas, qui travaillent avec nous, il faut que tout le monde soit regroupé dans un coin. Ils avaient fait ça pour donner aux autres. Comme elles ne veulent pas venir, ils seront obligés de nous donner le site. Parce que nous, on veut travailler. Que ça marche ou pas, nous, on veut travailler. En plus de ces nombreuses contraintes, les vendeuses sont confrontées aux plaintes des riverains qui dénoncent l'insalubrité causée par l'eau de nettoyage du port. Les moustiques, partout on peut respirer les grosses mouches. Tout ce qui est vraiment dégueulasse comme le quartier est vraiment sale. On les a approchés, elles nous ont dit que ce n'est pas de leur faute, que c'est la mairie qui a construit son site, la clinique qui l'a installé là, que c'est à la mairie de faire ça. Donc on a fait des délégations. Tout le quartier, on s'est rendu à la mairie. Est-ce qu'on doit faire une affaire jusqu'à présent? On veut qu'on fasse quand même un caniveau dignement pour le site. À son ouverture officielle le 6 mai dernier, le marché de poissons et de porc devrait abriter, outre les vendeuses de cette viande, des commerçantes de poissons frais et fumés, ainsi que celles investies dans la vente d'attiéké. Il était prévu pour fonctionner de jour comme de nuit. Des promesses qui semblent bien loin de la réalité 6 mois après la mise en service. Il ne reste plus que 4 jours pour le démarrage effectif de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Une Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur la nouvelle chaîne ivoirienne, diffuseur officiel et exclusif pour ce qui est de la télévision gratuite. Focus dans ce journal sur les 5 équipes africaines du mondial avec Salifi Alikwe. La Coupe du Monde de football démarre le dimanche 20 novembre prochain à Doha, au Qatar, pour prendre fin le 18 décembre. 32 équipes seront de la partie pour cette fête mondiale du football, parmi lesquelles 5 africaines, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun et le Ghana. Le Sénégal est le premier pays africain qui va entrer en scène. Les champions d'Afrique, l'un des grands espoirs du continent, évoluent dans la poule A avec le pays hôte, le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas, son premier adversaire le 21 novembre. Le métronome des Lions, Sadio Mané, vice-ballon d'or mondial, récemment blessé en club, sera de la partie. Il s'agit de la 3e participation des Sénégalais après 2002, où ils ont pu atteindre les quarts de finale, et 2018. Autre pays de l'Afrique de l'Ouest, porte-étendard de l'Afrique dans cette compétition, le Ghana logé dans le groupe H, avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. Il s'agit d'une 4e participation après 2006, 2010 et 2014. Le Ghana a pu atteindre les quarts de finale en 2010. Le Cameroun sera également de la partie au Qatar. Les hommes de Rigobert Song, qui ont déjà foulé le sol du Qatar, évolueront dans le groupe G. Ses adversaires sont la Suisse, qui l'affronte le jeudi 24 novembre, la Serbie le 28 et le Brésil le 2 décembre. Une 6e participation pour la Tunisie en 2022, les Aigles de Carthage sont logés dans le groupe D. Le Danemark, l'Australie sont ses adversaires. Elle aura également à faire face à l'équipe victorieuse de l'édition précédente, la France conduite par Didier Deschamps. Et de 6 également pour le Maroc. Logés dans la poule F, la Croatie, la Belgique et le Canada sont les adversaires des Lions de l'Atlas. L'une des vedettes du Maroc, Amin Harit, qui évolue à l'Olympique de Marseille, est sortie sur civière après une blessure lors du choc Monaco-Marseille ce dimanche 13 novembre. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital pour des examens.
Et je rappelle qu'à partir du 20 novembre, la Coupe du Monde s'installe sur votre chaîne préférée NCI à partir de 14h. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité et à demain.